Bonsoir à tous. L'exposition Chefs-d'œuvre de Budapest au Musée du Luxembourg présente plusieurs œuvres d'artistes hongrois qui entretenaient une relation très forte avec la capitale française. On pense à Mihály Munkácsy, je vous prie de m'excuser pour ma prononciation du hongrois, à Joseph Rippel-Ronaille aussi. Et à la fin du XIXe siècle, Paris était devenu ce centre artistique qui attirait des artistes du monde entier et évidemment particulièrement des Hongrois. Ces artistes pouvaient être des peintres, des sculpteurs, mais aussi des photographes. Et on se demande comment ces artistes vivaient leur expérience parisienne, comment leurs œuvres se font le reflet des échanges et des rencontres entre les différentes cultures qu'ils pouvaient vivre au quotidien. Et c'est pour répondre à ces questions importantes qu'on est très heureux d'accueillir ce soir Enike Roca. Enike Roca qui est docteur en histoire de l'art, c'est actuellement la directrice du musée Kixel à Budapest, après avoir été pendant 14 ans conservatrice excusez-moi, conservatrice des arts graphiques à la Galerie nationale hongroise. Elle est l'auteure d'un certain nombre d'expositions et puis d'articles. Et puis parmi ces articles, certains sont en français. Et donc je me permets de vous renvoyer à un article paru en 2013 dans la revue 1900 intitulé « Le national et l'universel, les âges d'or dans l'art hongrois ». Donc début 19e siècle, enfin fin du 19e siècle, pardon, début du 20e siècle. Et c'est justement la période qu'elle va aborder ce soir. Déjà, bonjour. Je vous remercie de venir si nombreux. Au début, déjà, je voudrais demander de votre excuse que mon français est loin d'être parfait. Donc, parfois, je fais des fautes. C'est aussi parce que je me suis réveillée à 4 heures du matin. Donc, peut-être ça sera plus de fautes que normalement. Donc, excusez-moi en avance ça. Et aussi, je dois vous dire que comme je suis plutôt spécialiste du 19e et de début du 20e siècle, dans cette conférence, je vais concentrer plutôt sur l'art de cette période. Je vais parler un peu la période d'après-guerre, mais en fait, c'est un très, très grand sujet. Et quand je me suis préparée pour cette conférence, j'ai reconnu que c'est pas presque impossible de parler de tout le 20e siècle. Donc, on avance. Avant, j'ai pensé que ça sera prête jusqu'à présent, mais en fait, ça sera plus concentré sur le début du XXe siècle. Pour qu'on puisse articuler notre sujet, le sujet de la relation artistique franco-hongroise, en fait, il y a deux théories qui nous aident. C'est celle de théorie de transfert culturel et la théorie de la réception et créativité dont je vais vous parler, vous dire quelques mots. C'est très important, je pense, pour qu'on puisse approcher notre sujet. La théorie du transfert culturel était élaborée par Michel Werner et Michel Despagne à la fin des années 80. Et cette théorie était basée de l'interdisciplinarité et sur la recherche de la relation entre la culture allemande et française. Mais pendant les recherches menées par les deux spécialistes, ça s'est devenu vite clair que l'Europe centrale joue un rôle très important dans le processus de transfert culturel. Donc, ils ont réalisé qu'il faut élargir les domaines de la recherche. Donc, selon cette théorie, les paradigmes culturels ne sont pas fermés, mais plutôt ouverts. Il y a bien sûr un répertoire des valeurs, des règles qui changent sans arrêt pendant le déplacement d'un contexte à l'autre. En créant un certain pont entre les deux cultures. Donc, de point de vue de milieu réceptif, il y a deux points décisifs. L'un, c'est il y a des éléments qui sont déjà présents dans la mémoire collective,
ce qu'il faut réactiver dans les débats actuels. Ça, le deuxième, c'est la conjoncture qui influence la sélection des éléments à importer. Donc, on va voir sur les exemples tout ça. Mais bien sûr, sur ce déplacement d'une culture à l'autre, c'est toujours accompagné par une métamorphose. Donc, comme les contextes changent, aussi les éléments culturels changent. Donc, ça peut changer le sens des œuvres. Bien sûr, la langue change. Ça aussi change le sens. Et bien sûr, la représentation visuelle change aussi beaucoup de fois. C'est ce qu'on va voir aussi sur les exemples que je vais vous montrer. En ce qui concerne notre sujet, la réception de la peinture française, la mesure de cette métamorphose dépendait beaucoup de la relation de l'artiste à la culture française. Donc il y a une grande différence, on verra plus tard, entre les artistes qui étaient profondément implantés dans la culture étrangère ou qui avaient juste une impression vite passée. On va bien voir cette différence quand je vais montrer les exemples. Il faut souligner aussi que le terme transfert ne suppose aucune relation hiérarchique. Ça veut dire qu'il parle des interactions et pas vraiment des influences d'une culture supérieure sur une autre culture inférieure. C'est très important parce que cette approche de dominance exclut des éléments importants du processus réel. La deuxième théorie dont je vous ai parlé, c'est la théorie de la réception et créativité qui était élaborée par un groupe de chercheurs hongrois des années 2000, Gábor Palló et les autres, qui ont publié une série de livres remplis des essais et des exemples de différents domaines culturels et scientifiques. C'était la réception dans le focus de leur curiosité et le processus de l'assimilation culturelle. Ce processus était fort influencé par la capacité de la demande du milieu réceptif. Selon leur conjecture, la créativité ne dépend pas seulement de la détermination biologique de l'individu, mais bien sûr du milieu social. Il distingue deux sortes de réception. Il y a une réception de la culture étrangère par le chercheur ou par l'artiste, et il y a une réception de leurs œuvres dans le milieu réceptif. Et entre les deux, il y a un certain espace de la créativité dans ce modèle de processus. Mais bien sûr, quand on parle, donc j'ai dit quelques mots sur ces deux théories, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des influences personnelles dont je vais aussi dire quelques exemples et quelques mots. Donc ça veut dire que la situation d'un artiste, son réseau, ses amis, ses maîtres, etc. Mais pour qu'on puisse comprendre ce transfert, ou le processus de la réception et de la créativité, dans notre cas, il faut dire quand même quelques mots sur le milieu réceptif, donc sur la situation de la culture hongroise de la fin du XIXe siècle. Du fait de la situation géographique, historique et politique propre à la Hongrie, le développement de l'État-nation et des institutions culturelles, notamment en matière d'art figuratif, est intervenu plus tard qu'en Europe occidentale. L'élaboration de la langue littéraire et la promotion d'un passé glorieux ont servi, bien sûr, le ciment au processus de la construction nationale, dans lequel les arts figuratifs ont joué nécessairement aussi un rôle significatif. Donc, le développement des institutions culturelles était très tardif. Par exemple, l'École supérieure de dessin a été fondée en 1871, donc assez tard, et l'Académie d'art en 1882. Donc, on voit bien que l'éducation visuelle, ça a commencé très très tard. Ça veut dire que les peintres et les sculpteurs ont fait les études au début du XIXe siècle à Vienne,
au milieu et deuxième partie du 19e siècle à Munich. Et puis, à la fin du siècle, c'était plus en plus important l'art français. Donc, ça veut dire qu'ils sont venus à Paris étudier. Comme la culture nationale était développée plus tard qu'en Europe de l'Ouest, elle est parue trop faible aux yeux des contemporains. Par conséquent, ces réactions vers la réception étaient fortes, ambiguës. D'un côté, ils ont reconnu que la réception est nécessaire pour la modernisation de la culture. Mais de l'autre côté, ils ont essayé de défendre la propre culture de l'influence étrangère. Donc, ils avaient peur de perdre la caractère national, supposé bien sûr, et par là, ils ont exigé l'assimilation des éléments étrangers. Donc, la réception de la culture française montre bien cette ambiguïté. La francophonie et la francophobie étaient aussi présentes à la fin du siècle. Ce n'était pas seulement le respect de la perfection de la culture française qui a nourri la francophonie, mais aussi, et je pense que c'est aussi très important, un certain contre-choix. À cause de la situation géographique, la Hongrie était toujours influencée par la culture allemande. Et par là, l'estime de la culture française signifiait aussi une option contre l'impact allemand. Donc, c'était un contre-choix. L'autre côté, donc l'idéologie de la francophobie était basée sur la version ordinaire du darwinisme social, qui a présenté la culture française comme vieille, comme trop raffinée, même malade. Le darwinisme social a servi des arguments pour le nationalisme au XIXe siècle et début du XXe siècle. Donc, ce n'est pas étonnant que la francophobie était présente le plus dans ce discours nationaliste. Donc, la majorité des théoriciens et critiques d'art de l'époque ont reconnu l'importance de la réception des cultures étrangères, ainsi françaises, mais selon eux, la vraie adoption ne peut être réalisée que par le processus de l'assimilation. Il ne faut pas oublier aussi que l'assimilation avait un sens politique à l'époque en Hongrie, parce que dans la monarchie austro-hongroise, ce qui était une monarchie multiculturelle, à la fin du siècle, presque la moitié des habitants étaient ethniquement différents, donc pas hongrois. Donc, cette situation a pesé beaucoup sur les contemporains, donc il y avait beaucoup de débats autour de ça, et beaucoup d'angoisse, bien sûr, que la situation ethnique du pays va changer. Et dans une époque du nationalisme, c'était ça a fort influencé les idées. Et bien sûr, pour éliminer les angoisses des changements ethniques, c'était la réaction du nationalisme, c'était l'assimilation. Donc, il y avait un programme d'assimilation politique, mais en même temps, il y avait un programme d'assimilation culturelle aussi. Aussi, il faut poser des questions de quel élément était l'élément commun dont j'ai parlé, qui a servi le processus transfert de la part du milieu réceptif. C'était en fait la pression et l'exigence de la modernisation pour que la Hongrie puisse rattraper l'Europe de l'Ouest. C'était à cause des idées et la réalité que dans la modernisation, l'Europe centrale et ainsi Hongrie étaient en retard. Donc la modernisation au domaine de l'économie, des institutions, de la société était si important que le modernisme au domaine de l'art. Donc il faut aussi examiner, dans notre cas, comment les artistes hongrois ont adopté et assimilé les influences françaises maintenant. Donc, pendant ma conférence, je vais vous montrer des exemples, des photos des œuvres et les confrontations en général, les confrontations des œuvres hongroises et des œuvres françaises, où on peut bien parler de ces questions.
Oui, ça j'ai oublié. Et voilà. Je commence avec quelques exemples du 19e siècle parce que c'est aussi, je pense, très, très intéressant cette période de l'art. Voilà, on voit une peinture très, très connue de Paul de la Roche, Cromwell et Charles Ier, et aussi le Victor Modaras, la déploration, la lamentation de László Hunyadi, qui est très, très connu, qui est vraiment une œuvre très importante dans l'histoire de l'art hongrois. Donc, vers 1830, c'était la période de la naissance de nouveaux genres, ici en France, le genre historique. Et de la Roche a joué un rôle très important, un rôle principal dans l'élaboration de ce genre historique, ce qui a montré une approche différente vers l'histoire. Donc c'était une histoire beaucoup plus personnelle, beaucoup plus psychologique, mais en même temps c'était comme le genre d'histoire avant, mais en même temps les peintres de genre historique ont concentré sur l'exactitude de la reconstruction des temps passés aussi. Qu'est-ce qu'on voit sur la peinture? C'est Cromwell, après la décapitation de Charles Ier, dont le cadavre a été transporté dans les appartements de palais Whitehall. Au moment quand il soulève le couvercle du cercueil pour contempler les restes de ce prince. Donc, Cromwell médite sur l'action, ce qu'il a commise. Ce qui est très important aussi en regardant l'œuvre de Paul de la Roche, que même s'il il a fait beaucoup de peintures, il avait beaucoup de peintures du sujet de l'histoire de l'Angleterre, quand il parle ou il montre des événements de l'histoire de l'Angleterre, il y a des références dans ces histoires au passé national. Donc, ça veut dire qu'au passé récent, la Révolution française, et aussi, il y a des références de la politique actuelle beaucoup de fois. Donc cette œuvre avait aussi plusieurs niveaux de sens. Le critique de l'artiste a écrit de la peinture, je cite, « La peinture arrêta tout d'abord le public, qui resta silencieux des heures entières, étonné des idées profondes et mélancoliques que ce tableau fait naître en lui. » Donc, ça veut dire que de la Roche utilise une stratégie visuelle qui peut raviver les émotions des visiteurs. Donc, c'est la même chose que Modaras fait. Il faut savoir que Modaras a fait ses études à Paris et en 1859, il a gagné un prix d'or ici au salon. Donc, dans la lamentation de László Hunyadi, elle fait aussi la référence à la tragédie nationale récente. Donc, elle reflète sur l'actualité la perte de la Révolution et de la guerre d'indépendance de 1848-49. Qu'est-ce qu'on voit sur la peinture? C'est Hunyadi László qui était tué par le roi Ladislav V, le roi despotique. Et c'est la mère de l'artiste et sa femme, donc Erzsébet Szilágyi et Mária Gara, son épouse, qu'on peut voir encore sur la peinture. Ça a provoqué les débats dans la critique parce que selon l'histoire, c'était pas une scène fidèle à l'histoire parce que ces deux femmes n'étaient pas là, et les critiques ont écrit aussi que Modaras l'a utilisé pour que son peinture soit plus proche à la déploration du Christ. Oui, ça, je pense que ça c'est logique. Mais c'est aussi très intéressant de regarder la critique autour de cette peinture. Lors de sa présentation en Hongrie en 1859, la lamentation de Hunyadi était saluée par les articles dithyrambiques, mais auxquels se mêlaient toutefois quelques voix discordantes. Pour certains critiques,
la décapitation de László Hunyadi ne constituait pas un sujet digne d'être peint. Je cite, « Il est toujours plus judicieux de choisir dans la vie d'un personnage un moment où il peut être présenté en action afin que nous le considérions comme une relique sacrée de la mémoire historique, car ce qui nous émeut devant la dépouille de László Hunyadi n'est plus que son souvenir. Ça veut dire, ainsi un héros décapité ne saurait pas être un sujet d'une peinture d'histoire. Il vaudrait mieux bien que l'artiste le représente en action au cours d'un épisode clé de sa vie. Même si la peinture de Modoras a remporté du succès en gagnant le prix d'or au Salon de Paris, qui a nourri bien sûr la fierté nationale, aussi dans son propre pays, on peut bien voir de cette citation que la critique hongroise n'a pas encore accepté le genre historique. Donc, ces jugements négatifs montrent que le milieu réceptif dont on a parlé dans l'introduction, donc j'ai parlé dans l'introduction, n'était pas encore prête à accepter la présence d'une approche différente. Mais pourquoi? Pas seulement à cause du milieu culturel retardataire, mais aussi à cause de la situation politique. Pendant les années de l'oppression autrichienne après la guerre d'indépendance, l'exigence de la public a tourné plutôt vers les scènes héroïques qui pouvaient servir l'identité nationale récemment traumatisée. Donc le genre historique est devenu populaire plus tard, appelé le compromis austro-hongrois. Donc le transfert culturel était ambigu. La première réception, selon la théorie de réception et créativité, donc la réception de la culture étrangère a très bien fonctionné. L'artiste a compris l'essence de genre historique. Il avait la capacité de traduire à sa propre culture. Donc il a fait quelque chose d'original. Mais la deuxième étape de la réception n'était pas encore 100% réussie. Donc le milieu réceptif n'était pas encore prêt pour la réception. Donc, je vous montre un autre exemple du 19e. C'était aussi Paul Delaroche qui a inspiré au début des dessins de l'artiste hongrois Mihály Zichy, qui a une belle carrière, parce qu'il était le peintre de cour de 4 tsars à Saint-Pétersbourg. Donc, c'était sûrement le Charles Ier insulté par les soldats de Convert de Paul Delaroche qui a influencé sa composition orgie. Mais on voit bien que son dessin, donc ce dessin de Zichy est un peu vide. Le but de Zichy était tellement différent que celui de Delaroche. Il ne voulait pas montrer la complexité de la scène originale de Delaroche, ou de le transférer dans une autre histoire, mais il voulait seulement prêter une composition équilibrée pour qu'il puisse créer une scène de l'amusement des temps historiques. Donc c'était beaucoup plus créative la transformation de la gravure moralisée de William Hogarth à une composition romantique adorée par Théophile Gautier. Donc en 1859, Théophile Gautier est allé voir l'atelier de Zichy à Saint-Pétersbourg et il était séduit par les œuvres de Zichy, par sa capacité de dessin et ses aquarelles. Et c'est une œuvre, Le Déterreur de mort, qui était donnée par Zichy comme cadeau à Théophile Gautier. Théophile Gautier, en revenant après son séjour à Saint-Pétersbourg, à Budapest, il a écrit un grand article, deux grands articles dans l'Artiste, dans la revue d'Artiste. Et c'était vraiment un moment très important de la carrière de Zichy. Mais c'était vraiment, je ne sais pas si on peut voir, mais il y a une dédication là à Théophile Gautier, mon ami, je ne sais pas. Donc, mais c'est très intéressant qu'on voit sur cette confrontation que
comment il a changé d'une gravure moralisée à un dessin de ce romantisme sombre. C'est bien sûr, c'est aussi moralisé, mais ce monde, ce qu'il évoque ici, c'est beaucoup plus proche du romantisme français. Encore plus réussite, la série de l'illustration de la tragédie de l'homme. La tragédie de l'homme de Imre Madách. On voit bien que la source d'inspiration pour les illustrations était le Bible de Gustave Doré, qui était très très populaire à l'époque, il ne faut pas souligner ça. Mais Zichy a réécrit les schémas compositionnels prêtés de Doré pour illustrer ce poème dramatique de Madách. La choix a été très très logique parce que dans cette œuvre, c'est Adam et c'est Ève qui sont conduits par l'auteur à travers des siècles de l'histoire de l'humanité en cherchant le but de l'existence humaine. Donc on voit bien l'ordonnance théâtrale de la composition et cette ordonnance, cette composition de Doré était très bon et très bien utilisée pour illustrer les scènes de Madách. On peut bien reconnaître. Mais il faut aussi dire que dans cette période-là, c'était le sens de l'originalité était différent. Donc, c'était le romantisme qui a changé. C'était l'époque romantique qui a changé aussi le sens de l'originalité. Mais encore au XIXe siècle, quand les artistes ont prêté les formules, les compositions, ça, c'était pas c'était plutôt qui a prouvé que l'artiste est très bien, c'est beaucoup, donc on connaît bien l'histoire de l'art, etc. Et c'était pas quelque chose comme voler une composition, ça ce qui est typique plus tard. Donc ça avait un sens différent. Et maintenant, on arrive à la fin du siècle. Je pense que c'est vraiment l'exemple le plus excellent de transfert culturel, c'est Jeffrey Pronay. Et je pense que l'un des expositions les meilleures depuis longtemps, ce que j'ai vu, c'était dans la Galerie nationale il y a un an. C'était l'histoire de l'amitié de Aristide Maillot et de Henri Pronay, qui a montré beaucoup de choses. Il y avait une recherche tout à fait nouvelle dans ça, donc qui a montré beaucoup de nouveautés pour les visiteurs et pour les historiens de l'art aussi. Donc de Henri Pronay, donc peut-être vous le savez, mais il y a quand même quelques mots, ce qu'il faut dire de sa carrière. Donc il a fait ses études à Munich. Après, il est parti pour Paris en 1887. Et en 1890, il s'est rencontré avec James Picton Knowles et il s'est rencontré aussi avec Aristide Maillol. Et ils sont devenus tous les amis intimes. Au début des années 1890, Henri Pronay se joint le groupe des Nabis. Et en 1893, il expose avec eux. De 1891, il habite ensemble avec James Picton Knowles à Neuilly, où beaucoup d'amis viennent les voir, les amis comme Aristide Maillot, les amis comme Thaddée Nathanson. Donc, il est vraiment dans le cercle des artistes les plus avant-garde de l'époque à Paris. Et il revient en Hongrie en 1900. Donc, on voit qu'il a passé plus que 10 ans à Paris. Il faisait partie vraiment les groupes les plus modernes. Et ses sources d'inspiration étaient multiples, mais il a profondément compris cette nouvelle langue visuelle qui était élaborée en fin de siècle ici à Paris. Donc, on sait bien que c'était Gauguin, bien sûr, qui l'a influencé. Selon ses mémoires, il a vu aussi l'exposition de Gauguin dans le café Volpini. Puis, c'était bien sûr Puvis de Chavannes. Il est allé voir le vieux maître, on sait aussi de ses mémoires ça. Et les primitifs italiens,
il y avait beaucoup d'influence sur tous les deux, les primitifs italiens, donc tous les deux, je dis Maiol et Ripronai. C'est un très bon exemple que je vous montre. Comme on sait bien que les primitifs italiens ont fait beaucoup de portraits en profil, et c'était les profils et portraits de cette période-là qui ont influencé tous les deux de faire ces profils des femmes qui se ressemblent bien. On peut voir. Il faut aussi mentionner que c'est la période du primitivisme, et le primitivisme avait plusieurs sens déjà au fin du siècle. Donc, il y a le primitivisme de l'influence des cultures africaines, donc pas européens, ou de l'Océanie. Il y a le primitivisme de ce qui veut dire que l'art ancien européen, donc les primitifs français, les primitifs italiens, mais il y a aussi un autre primitivisme qu'on va voir aussi plus tard, c'est le primitivisme qui tourne vers la tradition visuelle nationale. C'est typiquement présent à l'Europe de l'Est et à l'Europe centrale. Mais le retour à Ripronai. Bien sûr, il était influencé par le japonisme, la nouvelle vision de la composition et de la surface du japonisme, et bien sûr par ses amis, les nabis. Et voilà un exemple. Oui, et c'est très intéressant aussi que cette exposition a montré que parfois c'est très difficile de comprendre c'était qui a influencé l'autre. Donc, comme Maiol et Ripronai, ils étaient vraiment les amis intimes. Parfois, c'est pas très évident qui était le premier. Mais on sait bien, selon les sources, que c'était Maiol qui s'intéressait les tapisseries la première fois entre eux. Il a dessiné les compositions. Et quand il a été près de la composition, il a fait les estampes, les syncographies. C'est ce qu'on voit ici dans le centre, une syncographie pour un projet de tapisserie. Et c'était suivant Maiol a commencé Ripronai à réaliser aussi les tapisseries, ou de réfléchir, faire les dessins préparatoires pour les tapisseries. Donc, ce qu'on voit ici, c'est un dessin préparatoire pour le projet de l'idéalisme et réalisme de 1893. Mais enfin, cette tapisserie n'était réalisée qu'en 1906. C'était détruit dans l'exposition internationale à Milan dans un incendie. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas le voir. Mais c'est bien voir tous les trois exemples près d'eux-mêmes, parce que c'était aussi, bien sûr, Émile Bernard, donc aussi un ami ou un artiste de Serre qui a influencé tous les deux. Donc, les compositions sont très, très proches, et aussi l'approche de tapisserie. Et là, on voit bien. Donc, c'est un exemple. Et voilà, en continuant les tapisseries. On voit deux exemples magnifiques, ce qui était présent aussi, ce qui était montré dans cette exposition-là à Budapest. Ce sont des tapisseries qui se ressemblent beaucoup, bien sûr, mais il y a quand même beaucoup de différences entre eux. Donc, la composition de Maiol, ça s'était réalisé un peu plus tôt que la tapisserie de Ripronai, mais la situation est encore plus compliquée, parce que Ripronai avait déjà cette composition en 1892-96. Donc, c'est vraiment la situation dont je vous ai parlé, qu'il y a des moments quand c'est très, très compliqué de voir c'était qui était le premier. Mais je pense que dans ce cas-là, c'est vraiment pas important, parce que ils ont travaillé si proches ensemble qu'ils s'influençaient sans arrêt dans cette période de ces carrières. Et voilà un autre exemple de Ripronai. On voit bien sur tous les deux cercles des nabis, donc Edvard Vuillard, un dessin. Aquarelle. Donc, on voit bien sur toutes les œuvres la simplification, le japonisme, l'importance du contour, le gauguinisme.
Mais on voit aussi que les couleurs de Ripronai sont loin des couleurs éclatantes des artistes post-impressionnistes italiens, pas parisiens. Donc il a assimilé les influences, mais il était toujours en recherche. Donc c'était une technique quand il a mis l'huile dans le toile, et c'est pour ça, c'est un peu... la couleur n'est pas très forte. Donc Ripronai était très proche à ses compatriotes français. Donc il a compris la langue visuelle, les sujets étaient les mêmes. Donc il a bien compris la langue visuelle de ces artistes. Mais il est revenu en Hongrie. Et c'était déjà en Hongrie quand il a fait la série des études de femmes. Même si on sait bien qu'il a travaillé en utilisant les photos, ces photos ont resté dans sa succession, donc on connaît ces photos d'après il a fait ses dessins. Mais on voit bien aussi comment il a réécrit visuellement la réalité, comme il a découpé la figure, comme il a utilisé l'encre. Et voilà, on voit l'exemple de Mayol, la vague de la fin du siècle. Donc, même s'il est parti en Hongrie et même s'il a recommencé sa vie dans un autre milieu, tout ce qu'il a vu à Paris, c'était dans son mémoire. Donc, tout ce qu'il a appris pendant une dizaine d'années, c'était dans sa tête. Donc, c'est comme ça, il a fait vraiment des compositions dans cet esprit. En ce qui concerne le milieu réceptif, la réception de Ripronai était positive. Même s'il y avait des critiques qui étaient contre, en général, il est vite devenu le phare du modernisme en Hongrie. Mais il ne faut pas oublier que la fin du siècle en Hongrie, c'était une période très vivante. Il y avait un développement très vite. La vie culture était très vive. Et il y avait les interactions culturelles très actives à cette période. Donc c'est vraiment la période de la modernisation économique, institutionnelle et bien sûr l'époque du modernisme artistique. Donc les éléments communs selon le transfert culturel étaient l'exigence de la modernité, le désir du modernisme. Ainsi, la deuxième réception des œuvres faites sous les influences étrangères était positive, sauf il y avait quelques critiques négatives dans ce cercle nationaliste. Mais le succès de Ripronai en Hongrie a actionné une série, donc la nouvelle génération des artistes s'orientait vers Paris. Il faut maintenant, quand je montre cet exemple, il faut mentionner une exposition, ce qui était organisée aussi dans la Galerie nationale en 2006, les Fauves hongrois. Les Fauves hongrois qui a présenté vraiment énormément beaucoup d'œuvres presque inconnues avant, donc qui était vraiment un travail génial, un grand travail des historiens de l'art. Mais ce qui est très intéressant, qu'ils ont montré les comparaisons ou les confrontations qui sont d'un côté vraies, où je trouve que sont très intéressants, mais en fait, parfois, c'était vraiment le désir de montrer les parallèles entre les œuvres de français et les œuvres hongrois. Mais ce désir de montrer les parallélismes, ça a caché parfois les différences. Donc, ce que je vais montrer maintenant, les confrontations, ça montre... beaucoup d'exemples sont pris de ces catalogues qu'ils ont publiés. Et je pense que ces confrontations sont très intéressantes. D'un côté, il y a des extraits, vraiment des détails parallèles dans ces œuvres. Mais aussi, je pense qu'il faut souligner qu'il y avait des différences aussi entre les artistes hongrois et les artistes français du début du XXe siècle.
Et parfois, j'ai l'impression qu'il y a un grand désir, même maintenant dans l'histoire de l'art en Hongrie, de créer un récit national de la part des historiens de l'art pour éliminer la culture enfermée. Donc, ça c'est acceptable d'une côté, mais de l'autre côté, parfois, la réalité, c'est plus complexe. Et il faut aussi voir que, comme on a vu chez Ripronaï, il y avait plusieurs artistes, plusieurs œuvres et plusieurs styles qu'il a influencés en même temps. Comme je vous ai dit, Ripronaï, Gauguin, Puvis, de Chavannes, Van Gogh, etc. Mais aussi, en fin de siècle et au début du XXe siècle, il y avait plusieurs vagues différentes de l'art moderne qui sont arrivées en même temps en Hongrie et qui se sont forcées et qui avaient un impact sur les artistes hongrois de utiliser toutes les sources en même temps. Donc, parfois, c'est pas le style ou de l'influence, c'est pas clair, c'est pas seulement une vague. Et c'est pour ça, je pense que c'est aussi intéressant de voir cette comparaison entre Matisse et Ripronaï dans ce catalogue-là, parce que on voit bien beaucoup de similarités de la composition, etc. Mais on voit aussi que la structure et la décorativité de Matisse sont un peu plus élaborées et Ripronaï simplifiait beaucoup plus la composition et le contour est beaucoup plus fort. Donc la décorativité est très très différente que celui de Matisse. Et voilà un autre exemple. Ah oui, et en général, de cette période-là et de ces œuvres que je vais vous montrer, je pense qu'il y avait beaucoup d'artistes qui ont été influencés par l'art, donc par les fauves, par le gauguinisme, etc., de l'époque, ces artistes qui ont vécu ou séjourné à Paris, mais qui ont en même temps garder quelque chose de leur éducation et qui avaient une approche différente à la réalité. Il y a bien sûr les exceptions, les artistes comme Péter Zauber, que je vous montre ici sur cette slide, et Robert Berény et parfois Tihany, qu'on va voir aussi, qui a très très bien compris ce qui se passe ici dans le domaine de l'art et qui arrivait à faire des recherches, continuer ses recherches et produire les œuvres vraiment à même niveau. Je ne dis pas que c'est une qualité, mais le niveau de style. Donc, c'est selon c'est ce que je veux dire. Donc, ce qu'on voit... Ah oui, et il faut dire encore quelques mots que c'était aussi une question de l'éducation parce que la majorité de ces artistes qui ont séjourné au début donc la première décennie de siècle ici à Paris, ils ont appris ou fait les études en Hongrie au début, et ils ont fait les études à Nagybánya. Nagybánya, il y avait une colonie, c'était une colonie de plein air, modernisme, et ça a une certaine manière, cette approche de la réalité était gardée par eux pendant qu'ils étaient influencés par les Français. Donc, on va voir sur les exemples. Donc cette Zauber, c'est l'exception, parce qu'on voit sur cette peinture qu'il est allé encore plus loin dans l'abstraction que Puy, que l'exemple de comparaison. Mais si on regarde l'autre exemple, Henri Matisse, en face de Tibor Pólya, l'artiste hongrois, même si le sujet est le même, on voit bien la différence aussi. Les cordes féminines sont dans un espace incertain, selon Matisse, donc c'est indéfinable. Il n'y a pas d'un objet, on voit que les murs
qui font appel à une chambre de femmes, mais on ne sait pas bien, on ne sait pas exactement, donc c'est bien incertain. Mais chez Puya, on voit bien tous les petits accessoires, les meubles qui sont minutieusement élaborés, bien sûr avec les couleurs éclatantes, et avec les contours fortes qui encadrent les formes de la réalité, mais en même temps, c'est une approche complètement différente à la réalité. Un autre exemple, c'est Henri Manguin et Sándor Cziffert. Vraiment, c'est une confrontation aussi magnifique. J'ai oublié à dire que cette exposition de 2006 de Défaut s'était répétée, ou une autre version était organisée aussi à Dijon, au musée des Beaux-Arts de Dijon. Et c'est là où ils ont publié un catalogue avec ces confrontations. Donc, c'est la même expérience avec Henri Manguin et Sándor Cziffert, les musiciens. Donc, on voit bien la composition, c'est très comparable, le sujet aussi. Même si les couleurs sont beaucoup plus retenues chez Manguin, la capacité de l'abstraction, c'est beaucoup plus forte que chez Cziffert, qui a aussi, comme Puya, minutieusement élaboré les détails. Donc, c'est très comparable à l'exemple précédent. Donc, ce qui est très, très proche à eux, c'est aussi l'exception, selon mon opinion, c'est Bering. Parce que Bering était très, très proche à ses contemporains français. Ces deux dessins de Henri Matisse et Bering. C'est la distorsion qui sont presque la même sur les deux dessins. C'est très intéressant aussi que cette distorsion est venue de la technique de dessin élaborée par Rodin, qui a dessiné en regardant le modèle, mais en ne pas regardant le papier. Donc, il a dessiné presque aveugle, et c'est ce qui a créé des distorsions, et ce qui est devenu une forme autonome de l'époque, et ce qui a est devenu très populaire dans la peinture, c'est comme une forme. Donc, c'était Bering qui est allé le plus loin dans cette distorsion, dans ses nus, dans la première décennie du siècle. Voilà ici, avec la comparaison, on voit aussi un nu de nouveau de Bering, mais aussi de Raoul Dufy. On voit sur la peinture l'influence du primitivisme sur Raoul Dufy. Donc, c'est un peu différent, ce qu'on ne voit pas si forte sur les peintures de Bering. Voilà la distorsion, c'est très bien visible sur les nus féminines de Bering. Et voilà. Je saute un peu en temps, les distorsions d'André Kertész. C'est déjà en 1933, mais ce qui est intéressant, que André Kertész, on sait bien qu'il s'occupait des distorsions déjà pendant la Grande Guerre. Donc, il s'intéressait de ce sujet-là. Donc, il avait déjà des idées de faire des distorsions de corps humains. Donc, il a déjà utilisé les lampes, l'eau, etc. Mais finalement, cette série très bien réussie, c'était faite pour le magazine Le Sourire en 1933. Donc, ce problème de distorsion, c'est déjà de début du siècle, c'est dans le discours des artistes, c'est visible. Et bien sûr, Kertész, il était aussi influencé en 1933 par le surréalisme parisien. Voilà encore quelques exemples de cette période, de début de siècle. Ici aussi, c'est intéressant que ici Marquet semble un peu plus classique que Tihany. Le point de vue est très similaire, mais le niveau de l'abstraction et de l'expressivité est plus élevé chez Tihany, qui a aussi très bien compris ce qui se passe ici à Paris. C'est un peu excursus, donc c'est un peu un sujet dont je vais parler plus tard, donc il faut dire quelques mots. Il faut savoir que déjà dans cette période-là, ce n'était pas seulement l'art français qui a influencé les Hongrois, mais bien sûr, il y avait une influence très très forte
de l'art allemand et de la théorie allemande. Il faut savoir aussi que presque tous les bourgeois en Hongrie parlaient allemand à l'époque, bien sûr. Donc, ils ont plus lu en allemand qu'en français. Donc, et par là, ils ont très bien connu les œuvres de Adolf von Hildebrand et Julius Mayer-Gräfe. Et Julius Mayer-Gräfe est très important parce que c'était lui qui a écrit la première fois l'histoire de développement de modernisme, c'est Entwicklungsgeschichte der modernen Kunst, ce qu'il a publié, ce qui était très bien connu en Europe centrale. Donc c'était Adolf von Hildebrand qui a l'autre théoricien allemand qui a fait Hans von Marais la base ou le point de départ du modernisme. Et l'art de Hans von Marais a fort influencé les Hongrois au début du siècle, spécialement dans la période des 8. Mais je ne vais pas parler de ce sujet, je sais juste montrer que les influences sont arrivées pas seulement ensemble de Paris, mais en même temps, il y avait des autres influences qui sont arrivées aussi en même temps, les influences des Allemands aussi. Et on verra là aussi plus tard, pendant l'époque de l'expressionnisme. Donc, les conséquences de tout ce que j'ai dit de l'art de première décennie hongrois, donc ce qui s'appelle fauvisme, les fauves hongrois, que bien sûr, la profondeur de la réception dépendait du temps passé en France, la personnalité et la sensibilité de l'artiste. Donc, Zóbel, Berényi, Tihanyi, pour une période courte, ils étaient les meilleurs, je pense. Il y avait des artistes qui n'arrivaient pas à rompre de la réalité. Le résultat était enfin une décorativité dérivée du cloisonnisme de Gauguin, mais aussi de l'exactitude de la représentation des objets de la réalité. C'est aussi très intéressant qu'il n'y avait pas d'artiste hongrois qui arrivait au niveau de l'abstraction comme Matisse, comme on voit sur cet exemple. La femme habillée en robe japonaise au bord de la mer. Et aussi un exemple de Collioure de Rue du Soleil. Je prends cet exemple parce que c'était l'œuvre qui était présente à l'exposition de 2006, Les Fauves hongrois, là. Et cette dernière peinture était exposée tout seul sur le mur. Donc, il n'y avait pas d'œuvre hongroise qu'on pouvait mettre près, que les commissaires pouvaient mettre près de cette œuvre, parce que cette sorte de l'abstraction n'existait pas en Hongrie dans cette période-là. Et je pense que c'est aussi parce que même si les Hongrois ont vu ici, en visitant les expositions de cette période, beaucoup d'œuvres, ce qu'ils arrivaient à comprendre, toute la tradition théorique, ce qui était derrière ces œuvres, ils n'ont pas compris. Donc, par exemple, on sait bien que Matisse, quand Matisse a fait ses peintures ici, il a essayé de trouver les solutions pour le problème de dessin couleur. Le contour n'existe pas dans la nature. Donc, comment faire les contours autour des œuvres? C'est qui est le plus important, le dessin ou le couleur? Donc, on sait bien de cette question a une grande tradition dans l'art français, ce qui n'existait pas en Hongrie. Donc, la profondeur de la compréhension était différente chez nous, en Hongrie, qu'ici, en France. Donc voilà, c'est pour ça que je vous montre cet exemple. C'est vraiment montre la différence, cet exemple. Voilà, Matisse avec presque une peinture abstraite. Et voilà un Hongrois de même période avec une peinture de très bonne qualité, mais très attachée à la réalité, même si les couleurs sont très éclatantes, influencées par les fauves ou par le post-impressionnisme. Et voilà. Il faut aussi dire quelques mots de milieu réceptif, de nouveau. C'était aussi très, très différent. En Hongrie, l'art de la nouvelle génération a enfin provoqué les débats violents
Même si les écrivains, les critiques d'art moderne ont beaucoup apprécié ces efforts de renouveler la langue visuelle, la majorité des critiques étaient contre ce modernisme. C'était un modernisme presque insupportable dans un certain cercle des critiques d'art. Donc, ils ont répété les idées dérivées du darwinisme social dont je vous ai parlé. Comme par exemple, ils ont dit que ces œuvres sont inspirées par la culture malade, vieille, française notamment, qui risque la culture hongroise. Donc, c'est aussi parce que je ne veux pas parler trop d'histoire, mais il faut savoir que même si la fin du siècle était très ouverte, au début du XXe siècle, notamment entre 1903 et en 1906, il y avait les débats très, très violents entre les nationalismes et les libéraux, ce qui a presque paralysé le pays à cette époque-là. Et la question était là, à ce moment-là, la relation à l'Autriche. Mais ça a influencé toute la culture aussi et ça a influencé l'attitude critique. Donc, la réception de ces œuvres très à la française a été ambiguë ou bien problématique. Et à cause de cette ambiguïté, les chercheurs, soi-disant les artistes, les chercheurs, ont choisi des stratégies différentes. Donc, il y avait les artistes qui ont essayé de trouver un compromis entre les exigences nationalistes et le modernisme. Donc, ils ont créé un certain primitivisme national en choisissant les sujets ou les motifs de l'art populaire, mais en gardant le style post-impressionnisme, donc la connaissance de l'art français contemporain. Donc, je pense que ce sont vraiment les œuvres extraordinaires parce que c'est très, très intéressant, bien sûr. Donc, quand Csók István Csók sur cette peinture de coffre aux tulipes, a choisi un objet de paysan hongrois ou sur la peinture l'enterrement Chocas dans la cimetière de Darázs a utilisé les couleurs vives. Il réalise le transfert culturel avec une telle créativité. On peut bien sûr reconnaître l'influence de Gauguin sur la peinture ici et là aussi, de Pályából, le cadeau de foire et la nature morte avec pain d'épices en forme de cœur sur fényes. Donc c'est un pain d'épices, c'était comme un symbole de la localité, de la nationalité, qui était bien connu pour toute la communauté. Donc c'est très moderne, donc un peu choquant pour les visiteurs de l'époque, les couleurs, le gauguinisme, etc. Mais en même temps, les objets sont très connus pour toute la communauté. Donc c'est le compromis de certains artistes. Mais il est encore plus étonnant que ces motifs à l'hongrois ont paru aussi sur la peinture de ces fleuves. Donc, on voit bien ces nappes brodées avec les motifs de l'art populaire, ici sur une peinture de Bering. Donc, il faut continuer avec une nouvelle vague de l'art hongrois. Donc, les artistes sont les mêmes, mais à la fin de la première décennie de siècle, c'était un nouveau groupe d'artistes, les 8, qui ont été formés. C'était en 1909. La majorité des artistes des 9 ont étudié avant à Paris, à l'Académie de Julien ou chez Colarossi. Et en général, tous ces artistes étaient influencés par l'art de Gauguin. Donc, cette période, c'est par l'art de Cézanne. Donc, la période dont j'ai parlé auparavant, c'était plutôt Gauguin et les nabis, le Gauguin et les fauves. Et ici, c'est la période où c'était Cézanne qui a fort influencé les artistes. Et Cézanne n'était pas seulement dans le centre de la recherche des artistes, mais aussi les théoriciens ont écrit de son art aussi en Hongrie.
Donc, de tous les genres qu'il a fait, donc Cézanne a peint, est apparu dans le cercle des huit. Donc, et les artistes s'intéressaient dans la focus de la recherche des artistes hongrois était aussi la même chose qu'ils ont découvert par Cézanne, la relation de l'objet, de la forme et de l'espace, la délimitation et le modeler par les couleurs sur les natures mortes, sur les portraits, sur les nus, sur les baigneurs et sur les paysages. Donc, on voit quelques exemples de ça, de cette période-là. Voilà Paul Cézanne, un dessin ou un aquarelle de Paul Cézanne et un de Robert Bering. On voit ici très bien le problème de la délimitation de l'objet, ce qui était une grande question dont je vous ai déjà parlé, que le contour existe ou n'existe pas. Donc, comment on peut résoudre ce problème dans l'art? C'était la question. Et comme Cézanne a fait les recherches autour de ça, les Hongrois ont essayé de réfléchir de ces questions-là. Et voilà un autre exemple, c'était le dressoir de Paul Cézanne, qui était dans une collection particulière en Hongrie, dans la collection Hatvani, ce qui est maintenant dans le musée des Beaux-Arts, dans la propriété du musée des Beaux-Arts de Budapest. Et voilà une nature morte de Tsigagne. On voit bien la même recherche, le même sujet, les mêmes approches, mais en même temps beaucoup plus attaché à la réalité, minutieusement peint. Et la surface est beaucoup plus élaborée que chez Cézanne. Mais il ne faut pas étonner alors que dans cette époque-là, il y a plus en plus écorchés qui sont apparus sur les peintures hongroises, parce que c'était l'écorché qui était aussi dans le centre de la recherche de Cézanne. Et voilà quelques exemples, ce qu'on voit ici. Donc ce motif était aussi très présent dans l'art hongrois et voilà quelques exemples de Tihanyi. Cette peinture de Tihanyi est très intéressante aussi du point de vue de la réception de Cézanne, pas seulement du point de vue artistique, mais aussi du point de vue théorique. Parce que cette peinture se représente Lajos Fülep, qui était un critique d'art et un théoricien de l'époque, qui est venu à Paris en 1905, qui a vu la grande rétrospective de Cézanne et qui a écrit sur Cézanne. Et de ce temps-là, c'était vraiment Cézanne qui était dans le centre de son intérêt, et aussi il a fort influencé ses compatriotes de se concentrer sur l'art de Cézanne. Donc, Tihanyi a rencontré l'art de Cézanne ici à Paris en 1908, et selon son mémoire, il a influencé son art pendant toute sa vie. Donc, et bien sûr, Fülep était en relation avec Tihanyi, donc c'était le même cercle des artistes, des théoriciens, etc. Donc, c'était Cézanne qui était le phare de cette période-là. Mais voilà pas seulement Cézanne. Donc, il faut mentionner aussi l'art de Wiener Expressionismus, qui était, bien sûr, Vienne était très, très proche. Donc, les artistes ont bien connu ce qui se passait là. Et même s'ils sont venus étudier ou faire les études ici à Paris, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'influence, il n'y avait pas d'influence sur eux de la part des artistes viennois. Voilà une confrontation, ce qui était publié dans le catalogue Les 8 récemment. Max Oppenheimer, portrait, on peut bien voir les similarités. Le résultat de la destruction et la reconstruction des formes est une certaine cristallisation et déformation sur tous les deux peintures. Et voilà une autre confrontation aussi des 8. On voit bien que le cubisme est arrivé en même temps que les autres influences.
On voit une peinture à droite de Tihany à la Cézanne, comme c'est bien clair que les baigneuses de Cézanne l'a influencé, mais aussi, c'est clair aussi que la construction des formes était influencée par le cubisme. C'est bien visible aussi sur les dessins de Tihany. Et voilà, on arrive au cubisme. C'est Alfred Reth qui était un des artistes cubistes hongrois. Mais je pense que son exemple, c'est différent parce qu'il est parti pour Paris en 1905 et il n'est jamais revenu en Hongrie. Donc, c'est difficile à parler de transfert culturel parce qu'enfin, il était tout à fait assimilé dans ce cercle, dans les cercles avant-gardistes, des cercles d'artistes ici à Paris. En 1910, il a montré ses œuvres au Salon d'Automne, mais il faisait partie après le groupe des cubistes, donc le groupe de Picabia, Allégé, Coupe-Cogli, Duchamp. Donc, il était vraiment dans le cercle des artistes les plus connus. Donc, il était tout à fait assimilé dans la culture française. Pendant la Grande Guerre, il a été enfermé dans un camp d'internement comme beaucoup de compatriotes, comme par exemple Imre Sobotka et Ervin Boschányi. En général, la Grande Guerre a emporté bien sur les changements radicaux dans les relations internationales, qui, pour les artistes qui ont vécu en Hongrie, c'était vraiment grave parce que la Hongrie ou bien la monarchie austro-hongroise, c'était l'ennemi. Donc, toutes les relations culturelles étaient coupées pendant la guerre. Et les artistes qui ont séjourné à Paris étaient stigmatisés. Donc, Ripro, Nai, Imre Sobotka, Ervin Boschányi et les autres ont passé longtemps dans les camps d'internement. Et voilà, Sobotka, lui, il est arrivé à Paris en 1910, faisant les études à l'école de la Palette de Jean Metzinger et Henri de Fauconnier. Il a exposé au Salon des Indépendants ses œuvres et en 1914, quand il est parti pour Saint-Brieuc en Normandie, avec son ami Boschányi, ce qu'on voit ici sur le portrait de Boschányi, il a reçu un livre de Alfred Reth, L'annonce faite à Marie de Claudel, comme cadeau. Et à ce moment-là, quand il a reçu ce livre, il n'a pas pensé à ce moment quelle importance aura ce livre dans les années prochaines de sa vie. Parce que il était donc enfermé dans un camp et c'était le livre qui l'a inspiré le plus après l'éclat de guerre. Et il a fait là, dans ce camp, les illustrations pour Claudel, l'annonce faite à Marie. Et c'est très intéressant que l'œuvre néo-catholique et symboliste de Claudel, qui présente un monde de Moyen-Âge en pleine désintégration, où l'ordre s'est cassé, dans lequel Sobotka pouvait bien reconnaître l'incertitude du présent. Donc, c'est pour ça ce livre pouvait jouer un rôle central dans sa vie à ce moment-là. Donc, en cherchant le sens profond de cette pièce, Sobotka a essayé de créer un ordre de l'image et pas nécessairement suivre le texte. Donc, c'est comme ça qu'il a créé une série des aquarelles, soi-disant illustrations, mais ce ne sont pas vraiment les illustrations. Donc, il voulait trouver l'ordre dans l'incertitude, comme c'était un besoin psychologique. Donc, c'est bien sûr, ça nous semble clair et logique. Et il a utilisé les formes cubistes, les formes de désintégration et réorganisation. Donc, Sobotka a trouvé vraiment le meilleur représentation, forme de représentation de sens de l'œuvre et aussi le sentiment de l'époque. C'était une série qui était toute dans une collection particulière. On était très contente qu'on arrivait à l'acquérir pour la Galerie nationale, la collection de la Galerie nationale il y a 10 ans. Donc, voilà.
Donc, pendant la guerre, une grande partie des artistes étaient bien sûr en service militaire, mais le moment le plus traumatique, c'était l'après-guerre, la période de l'après-guerre. Bien sûr, beaucoup d'artistes qui étaient socialement fort engagés ont fait partie des révolutions d'après-guerre, notamment la République des Conseils, donc la République des Soviets. Et bien sûr, après la chute de la Révolution, ils étaient forcés de quitter leur pays. C'était vraiment les artistes les plus modernes. Ils ont émigré en général à Vienne, à Berlin et parfois une partie à Paris. Dans ces années, la situation et la position de l'avant-garde a beaucoup changé. Donc c'est difficile aussi, c'est très complexe de parler de transfert, de situation de transfert. Parce que les Hongrois, pendant la guerre, étaient enfermés à Paris et ils avaient plus d'informations des Russes et des Allemands, et aussi parce que les Russes et les Allemands étaient fort engagés socialement et politiquement. Cette donc cette sorte d'art, cette influence était beaucoup plus forte dans cette période-là que l'art français. Donc, je ne vais pas parler ici des choses très très importantes dans l'art hongrois comme le cercle de Kossuth ou bien Moholy ou les Hongrois à Bauhaus, parce que c'est un autre sujet. Mais je vais quand même montrer quelques exemples qui montrent la complexité de cette période, donc la complexité des influences dans ces années. Et voilà un exemple, Ernst Ludwig Kircher et Lajos Tihanyi, deux portraits. On a déjà vu comment l'art de Cézanne a influencé Tihanyi, mais voilà l'influence de l'expressionnisme allemand. L'expressionnisme allemand qui a laissé aussi l'impact sur les artistes de l'époque. Et voilà aussi l'expressionnisme de Vienne. De nouveau, ce qu'on voit sur le dessin de János Vasari de 1912. Et aussi, on peut reconnaître ce phénomène sur ces œuvres graphiques. C'est pas trop étonnant parce que en fait, Farkas Molnár et Stefan Hendrik, ils faisaient partie de Bauhaus, ils ont étudié là, et c'était Lionel Feininger qui était le professeur de Bauhaus, qui a joué un rôle principal dans l'imprimerie. Donc, il a enseigné les techniques graphiques là, et bien sûr, son style, son point de vue a fort influencé les artistes hongrois. Donc, on voit cette sorte d'expressionnisme et l'influence aussi de cubisme sur leurs arts. Autre exemple, un peu plus tard, et voilà, c'est Lajos Tihanyi et peut-être, non, il y a un autre. C'est Lajos Tihanyi et Alfred Rét, deux exemples. Lajos Tihanyi, il était aussi un réfugié à Vienne, puis il a vécu à Berlin, et il est revenu à Paris après, et il a vécu pendant toute sa vie ici, et il se joint au groupe de l'abstraction-création en 1933, comme Alfred Rét. On voit bien. Et voilà un autre exemple, Le Corbusier et Béla Witt. Béla Witt avait aussi une vie très aventureux, comment dire. Donc, il était réfugié, il était fort engagé dans la Révolution. Donc, il était réfugié à Vienne, puis il est allé à Moscou au début des années 20. Entre 24 et 26, il était ici à Paris, il a séjourné à Paris, puis il est retourné en Hongrie, à Moscou, et il a vécu à Moscou, puis à Kirghizistan.
Et il est revenu juste en 1970 en Hongrie. Heureusement, il a pris tous ses œuvres, donc c'est pour ça qu'on sait beaucoup de sa carrière là aussi. Donc c'est une œuvre qui montre qu'en 1920, ce cubisme synthétique était aussi présent dans le cercle des artistes hongrois qui ont vécu en immigration. Donc il y avait une partie des artistes sont revenus après la consolidation des années 20. Et les revenus et les nouveaux et les autres qui sont la nouvelle génération ou les restés, ils ont tous ensemble essayé de créer des groupes, des artistes, des groupes modernes. Dans ces groupes, les artistes ont créé un modernisme soi-disant domestiqué par rapport à l'avant-garde politiquement engagée. Donc, ce modernisme domestiqué, c'était acceptable pour le milieu politique et social. Donc, un groupe le plus connu de l'époque, c'était la Nouvelle Société des Artistes. Et dans ce groupe, János Vasari a joué un rôle principal, un rôle très important. Lui-même, il a réussi à visiter Paris en 1925. Et son voyage a fort inspiré pendant les années prochaines son art. Il a fait vraiment les séries des œuvres majeures. Il les a présentées à l'exposition de Guth de Nouvelle Société des Artistes en 1925. On voit bien sur ces œuvres qu'il était séduit par la vie mondaine de Paris, comme revue au Moulin Rouge, ou la vie de Casino de Paris, les danseuses. Et voilà, il était fort influencé par l'école de Paris. On voit bien cette confrontation, donc Kies van Dongen et Vasari. Mais Vasari a aussi travaillé sur les... il n'a pas représenté... il a représenté pas seulement la vie mondaine parisienne, mais aussi il a fait des œuvres officielles, on peut dire, où il a choisi des sujets officiels. Et voilà un exemple, l'inauguration des pierres de mémoire des héros en 1922. Mais ce n'était pas vraiment la politique qui s'intéressait. Il était fort séduit par les scènes théâtrales. Il a adoré les scènes théâtrales. Et c'est pour ça qu'il a choisi ce sujet. C'est vraiment la décorativité de l'événement politique, ce qu'on voit, mais le sens, ça ne l'intéressait pas si fort. Et voilà, un dessinateur et graveur, Mona Cepal, qui était aussi très, très connu et très populaire à l'époque. Et aussi, son art est très complexe parce qu'il a fait les études à Paris, mais il a fait aussi les études à Rome. À Rome, à l'époque de 26, il y avait une école pour les Hongrois. Donc, à l'Académie hongroise, il y avait des artistes hongrois qui ont séjourné, qui étaient fort influencés par le Novecento, donc l'art officiel de l'époque. Et c'était une source de son inspiration, mais il y avait une autre source aussi très importante, c'était l'art populaire, l'art graphique, l'art les dessins des journaux parisiens. Donc il a aussi immortalisé les scènes de la vie mondaine des années 20. Et il a fait pas seulement les dessins de ça qui étaient publiés dans les journaux, mais il a fait aussi des albums, il a fait des gravures, les gravures sur bois qui sont devenues très, très populaires. Et voilà un autre exemple, Marcel Vertès, qui est parti pour Paris après avoir émigré à Vienne aussi.
il a resté ici à Paris et vécu presque pendant toute la vie ici. Et il a réalisé une grande série de lithographies dancing en 25, où il a immortalisé la vie de nuit des années folles. Il faut savoir qu'il était fort inspiré par Toulouse-Lautrec et c'est très intéressant. C'était lui qui a joué le rôle de main de Toulouse-Lautrec dans le film Moulin Rouge, fait en 1952. Donc c'était lui qui était d'une certaine manière son maître dans un film. Donc, c'est ce qu'il a montré sur ses lithographies, ce qui est devenu très populaire à l'époque. Et voilà, c'est le même sujet, la vie mondaine de Paris de l'époque. Donc, ce sont les photos de Brassai, Paris de nuit, qui sont très connues. Brassai, il est vécu aussi il est né aussi en Hongrie. Il est réfugié à Vienne, puis à Berlin. Il était un ami intime de Tihany, de Lajos Tihany. Ils sont partis ensemble à Berlin, et puis de Berlin à Paris. Il a vécu pendant toute sa vie après ici. Il a changé son nom parce que du Lorolas, c'était trop compliqué. Donc, il a choisi le nom de sa ville natale, pour Brașov. Donc, il a aussi fait des photos de ce sujet dont on a vu chez Marcel Vertas. La vie mondaine, la vie de nuit, les bars, etc. Mais en Hongrie, c'était le problème que l'avant-garde engagée n'était pas acceptée par la majorité de la société. Même si ça existait, des années 20, il y avait beaucoup d'artistes avant-garde qui sont aussi revenus en Hongrie. Mais en même temps, la politique culturelle et la société ne l'a pas tout simplement accepté. Mais ils ont accepté plutôt ce modernisme domestiqué, on peut dire. Et on peut très bien voir les exemples dans l'art de Imre Sobotka. Ce sont les œuvres de très bonne qualité, mais en même temps, sont les questions de l'avant-garde engagée. Et même si on ne peut pas parler en Hongrie de pur dada ou pur surréalisme, il faut le mentionner quand même, parce que pas mal d'artistes étaient influencés par la manière de création, l'idéologie, les réflexes de l'art de ces deux ismes. En 2014, il y avait aussi une grande exposition à Budapest en présentant les réalités réorganisées. C'était le titre, ou bien le sous-titre de l'exposition. Les commissaires ont présenté les stratégies de création pendant que les artistes ont utilisé ou réinterprété les conséquences du surréalisme dans une situation bien différente. Ça veut dire qu'en Hongrie, les circonstances étaient diverses de point de vue de social, politique ou géographique. Donc c'était très très différent de la situation française. Ainsi, le résultat artistique dans le surréalisme ou bien le dada était aussi différent en Hongrie. La première artiste qu'il faut mentionner, c'est István Farkas, qui était un artiste fantastique qui est vécu, qui est né en Hongrie et qui a fait les études ici à Paris dans l'école La Palette en 1912, mais pendant la Grande Guerre, il devait retourner en Hongrie. Mais en 1925, il est revenu à Paris. Et c'était André Salmon qui l'a visité dans son atelier. Et il a choisi 10 peintures de Farkas qu'il a trouvées plus proches à ses poèmes. Donc, c'était Salmon qui a décidé de publier un album avec la reproduction des œuvres de Farkas et avec ses poèmes. Donc, cette série de reproductions
étaient réalisés en technique pochoir, mais ce sont plutôt les reproductions des œuvres de Farkas que les œuvres graphiques indépendantes. Mais c'est aussi intéressant que ce n'était pas une illustration des poèmes de André Salmon, mais c'était deux artistes indépendants qui se trouvaient les liens entre les deux arts. Mais ça s'est arrivé aussi au début du siècle avec Riplonai, parce que Riplonai a fait la série de Vierges, qui est très connue aussi, et c'était Georges Rodenbach qui a écrit le texte. Mais ce n'était pas l'illustration des textes, ce qui était fait par Riplonai, mais le contraire. Donc ici, on voit bien le résultat de cette collaboration, cette série, ce qui était quasiment, même si on reconnaît des extraits, des détails de la réalité, c'est quasiment surréaliste. Il a représenté dans cette série beaucoup de la vie sous la mer, comment ça se dit? Sous-marin, voilà, merci. Donc... la nouvelle vague de la réception du surréalisme, c'était l'art de Lajos Fajda, Endre Bálint ou Anna Margit, ou Dezső Kornis et l'école européenne. Donc, le premier exemple, c'est Endre Bálint, qui a séjourné à Paris en 1930 et 1934. Qui a rencontré toutes les nouveautés de l'art contemporain ici, donc l'abstraction, le surréalisme. Et ce qui l'a fort influencé aussi, c'était le montage de films. Donc, il a découvert les films, ce qu'il a trouvé vraiment le plus important dans les arts, et c'est ce qui a fort influencé son art après. Après avoir fait les photomontages en 1936, il a commencé à créer les œuvres surréalistes constructifs. C'est ce qu'on voit ici. Donc, il a recontextualisé. Donc, il a trouvé les... Excusez-moi. J'ai déjà trop parlé. Il a retrouvé les objets dans son entourage et il a fait un nouvel contexte de ses œuvres trouvées. Et voilà, c'est ce qu'on voit sur ces dessins ici. Et il a fait une grande série de ces dessins. Endre Bálint, il a rencontré Vajda en 1934 quand il est revenu à Budapest, en Hongrie. En 1945, il est devenu le membre fondateur de l'École européenne, le groupe des philosophes, des intellectuels, des historiens de l'art, des artistes. Et l'exemple de ce groupe d'artistes ou des intellectuels était Vajda, qui est décédé en 1941. Donc, ils ont été vraiment les proches amis et ils ont essayé de continuer ce que Vajda a commencé. Donc, il faut aussi mentionner le théoricien Ernst Kálai, qui a aussi fort influencé cette génération. Il avait une théorie de bioromantique. Donc, il a trouvé très important les phénomènes de microcosme, et ce microcosme qui était représenté sur les peintures de ces artistes influencés par Kálai. Donc, c'était un certain surréalisme, mais vraiment concentré sur ce micro-monde. Donc, Bálint, entre 1947 et après 1957, entre 1957 et 1962, a vécu à Paris, ici. Et il s'est rencontré ici avec André Breton. Et en 1945, il faisait partie de l'exposition internationale des surréalistes. Donc, sous les influences des expériences parisiennes, il a créé des séries de peintures avec les êtres organiques, anthropomorphes,
Donc, il a créé un monde imaginaire. C'est ce qu'on voit sur cette slide. Mais après 1948, il y avait le changement politique, donc c'était le début de la dictature communiste. Beaucoup d'artistes ont choisi l'émigration. Il y avait des artistes qui ont resté, bien sûr, et qui ont continué le travail, des artistes de l'école européenne, mais en fait, ils ont continué le travail sans avoir aucune chance de présenter ces œuvres à une exposition. Et ainsi, donc, ils ont été enfermés dans leur monde. Ils n'avaient pas beaucoup de problèmes, beaucoup de possibilités, et ils avaient des problèmes existentiels. Donc, c'est pour ça ils ont créé un certain surréalisme, mais dissemblable de celui de l'Europe de l'Ouest. Donc, c'est un surréalisme beaucoup plus sombre, beaucoup plus angoissé à cause de la perte du passé et du futur. C'est ce que cette génération a senti. Donc, ils ont relu d'une certaine manière le surréalisme avec une certaine créativité. Mais les jeunes comme Shimon Hantai ou Judith Reigl, ils ont choisi de partir. Ils ont quitté le pays très très jeune. Shimon Hantai a émigré à Paris en 1948 et il s'est joint le groupe des surréalistes à Paris. Et Judith Reigl aussi, si je me souviens, en 1950, elle est partie ici. Et tous les deux sont devenus très connus ici à Paris. Et en le cas aussi, c'est très difficile de parler de transfert culturel parce qu'ils ont été fort assimilés dans la culture française. Donc, ils ont fait presque toute leur carrière ici à Paris. Mais en fait, c'est vraiment très important que maintenant, je pense que c'est encore ouverte. Dans 5 galeries de Parisiens, il y a une exposition de Judith Reigl, c'est encore visible. C'est fantastique, je pense, que cette carrière, ce qu'il a fait ici en France. Donc, j'essaie de finir ma conférence. Parce qu'on est arrivé à une certaine manière présente, oui. Mais il faut, à la fin, je vous montre une œuvre qui montre aussi que c'était pas seulement le surréalisme sombre qui existait à ce moment-là en Hongrie, mais il y avait aussi l'humour de Dada qui était là dans l'œuvre de certains artistes. Donc, c'était Endre Balint qui a créé vraiment les objets parfois drôles, parfois très ironiques. Et voilà un exemple. Ce qui était aussi montré dans cette exposition dont je vous ai parlé. C'est très drôle parce que le titre, c'est en français. Donc, il a donné en français ce titre et ça se reflète sur l'œuvre de Duchamp, bien sûr. Ce n'est pas un ready-made, mais c'est un objet. Donc, ce n'est pas juste un objet qui était pris et exposé, mais il a retravaillé l'œuvre. Et bien sûr, ça se reflète sur la même attitude de Duchamp, bien sûr, et c'est une blague. Donc, c'était Endre Balint qui avait cette sorte de dada et aussi cette sorte de l'humour, hein, ce qui n'était pas général à cette époque-là, en Hongrie. Donc, je ne sais pas si vous avez aucune question, n'hésitez pas à me demander. J'espère que j'arrive à répondre. Et excusez-moi, j'espère que tout était clair.